essayer de reprendre notre sérieux. Bonjour Benjamin Coria. Bonjour. L'heure est grave, tout de même. Nous allons essayer de comprendre aujourd'hui d'où viennent, quelle est l'origine au fond de ce qu'on appelle le déclin industriel français, mais enfin qu'on appelle déclin industriel français depuis maintenant à peu près au fond presque 30 ans. Et puis il faut dire que le seuil symbolique des 3 millions de chômeurs a été aussi franchi dimanche, donc la situation de l'emploi n'avait pas été aussi dégradée depuis 1999. Parallèlement, donc on vient de le voir, l'industrie française continue de s'affaiblir, et tandis que les ouvriers de l'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois reprennent le travail ce matin. Nous voulons donc nous intéresser à cette question de déclin industriel français. Quel est l'état de l'industrie? Comment expliquer que les politiques industrielles qui se sont succédées ces dernières années, ces 30 dernières années, soient au fond, en tout cas, aient l'air d'avoir été plutôt inefficaces, avec ce qu'on sait donc le corollaire sur la question du chômage. Alors vous êtes vraiment l'homme qui tombe à pic, Benjamin Coria, parce que vous avez en 93 déjà travaillé, et même auparavant, enfin en 93, il y a 2 volumes très importants que vous avez publiés, qui s'appellent Made in France, volume 1, l'industrie française dans la compétition mondiale, en 93, et puis Made in France, volume 2, entreprise France, et puis vous avez évidemment publié d'autres ouvrages jusqu'au dernier, tout récent, qui sort au lien qui libère avec les économistes atterrés dont vous êtes le coprésident et qui s'intitule L'Europe maltraitée. Et ceci d'ailleurs n'est pas sans relation avec cela. On va essayer de faire tout cela un peu par étapes. Vous avez vu, Aulnay aujourd'hui reprend le travail. Vous vous souvenez sans doute, puisque vous êtes un homme précis, du journal de TF1 du 26 avril 1982 ? Non ? Non. 82, non, ça vous dit quelque chose pour l'industrie ? 82, ça me dit que c'était une période de grève intense. Voilà 3 jours que ces cheminées ne fument plus, pour la première fois depuis 8 ans. 3 jours que ces chaînes sont arrêtées, pour la première fois depuis 8 ans. Un événement donc, ce parking du personnel vide et ces grévistes, les premiers depuis que l'usine Citroën d'Aulnay-sous-Bois a été ouverte. Une grève minoritaire, affirme la direction. La CGT, le Parti communiste et la CFDT sabotent l'industrie automobile, affirme la CSL, syndicat qui est l'interlocuteur privilégié de la direction. Un climat reflétant, selon les grévistes, la vie quotidienne de l'usine et dont ils espèrent bien, 1 an après le 10 mai, qu'il va enfin commencer à changer. Voilà, 82, 1 an après le 10 mai, on espère du changement, mais visiblement il ne vient pas. Grève, on a un discours et un texte de journaliste qui est grosso modo celui qu'on peut entendre aujourd'hui, depuis ces derniers temps, à propos de, toujours pareil, d'Aulnay et ces jours-ci, non ? Alors Benjamin Coria, que s'est-il passé ? Écoutez, je vais d'abord revenir sur l'épisode d'Aulnay 1982. Je me souviens fort bien maintenant. Hein, vous voyez, c'est ce que j'avais anticipé. C'est la magie des archives, ça. Hein, voilà. Jean-Marie Jeannet nous le dit tous les samedis. Voilà, et je me souviens d'avoir écrit un papier à cette époque-là, pour une revue, et qui s'intitulait « 18 mois de conflit à la chaîne ». Et qu'est-ce que je disais dans ce papier ? Vous allez voir qu'on va rentrer directement dans notre sujet. Je disais, ces grèves sont une occasion inespérée d'enfin moderniser l'industrie automobile française. Pourquoi ? Parce que ces grèves, ça a commencé à Aulnay, mais c'est allé à Flins, à Douai, à Sandouville, comme partout. Hein. Ces grèves, c'était des grèves contre, j'ai presque envie de dire, le 19e siècle, ou en tout cas contre l'immédiate après-guerre, c'est-à-dire contre la chaîne de montage, contre des méthodes de travail extrêmement brutales, et, je vais dire le mot-clé, des méthodes de travail ennemies de la qualité. Et donc, dès ce moment-là... Ça c'est important, carrément. Ben bien sûr, bien sûr. Ce qui a motivé la perte de compétitivité de l'économie française, dans le domaine de l'automobile comme dans beaucoup d'autres domaines, c'est le fait que, à la différence par exemple de l'Allemagne, qui est notre grand rival et auquel il faut se comparer, ça a été l'incapacité de monter en qualité sur toute une série de produits. Alors en tout cas, pour revenir à cet épisode, a été manquée une occasion de mettre fin progressivement, bien sûr, en prenant le temps, à des méthodes de travail totalement surannées, correspondant à des types de produits d'une autre époque, et beaucoup de retard a été pris à ce moment-là. Alors, cela dit, comment explique-t-on cela ? Parce que j'imagine que vous n'étiez pas le seul à écrire ce genre d'article, qu'il y avait de nombreux spécialistes, je suppose, dans les cabinets ministériels, qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs, pour alerter sur ces questions-là. Et puis même qu'au fond, on sait que les gros industriels ont leur propre cabinet d'expertise, d'audit. Bon, l'audit, vous savez, pourquoi ça ne s'est pas passé, entre guillemets, enfin, malheureusement, en ces matières, l'expertise pèse beaucoup moins que ce qu'on peut croire. Ce qui compte par-dessus tout, c'est, il faut bien le dire, la rentabilité.
dans la mesure où ces périodes ont été malgré tout des périodes pendant lesquelles la demande, notamment pour les automobiles, a été maintenue à un niveau élevé et où, pour ainsi dire, la production passait, trouvait acquéreur, les modernisations ont été retardées. On va sans doute parler à un moment ou à un autre des États-Unis. Le cas américain est attendez, alors je vous coupe une seconde, Voilà. parce qu'on dirait que ça a été fait pour vous, hein, cette dépêche d'hier après-midi, dépêche Reuters, les constructeurs européens prêts à suivre l'exemple de Détroit. Je vous lis le début, je vous laisserai finir. Les constructeurs automobiles européens s'apprêtent 3 ans après leurs concurrents américains à fermer des usines et à licencier massivement, processus qui, selon de nombreux acteurs du secteur, est enclenché tardivement. En 2009, lorsque les États-Unis ont sauvé General Motors et Chrysler de la faillite à condition qu'ils ferment des usines et réduisent drastiquement leurs effectifs pour retrouver la rentabilité, les pays européens avaient au contraire répondu à la chute de la demande par des mesures de soutien ponctuelles visant à préserver l'emploi dans l'espoir d'une reprise rapide. 3 ans plus tard, en l'absence de signaux de sortie de crise, les constructeurs français et italiens, tout comme Opel et la filiale allemande de General Motors, rencontrent une résistance massive des dirigeants politiques et des syndicats à leur plan qui vise à éviter le pire. Oui. Ben écoutez, moi je vais vous répondre que la pseudo-solution Détroit, consistant à fermer des établissements, licencier du personnel, etc., je demande le temps. Je demande le temps de voir, et je demande le temps de voir où ça va conduire. Si vous voulez, avec les constructeurs américains, comme avec les constructeurs français, on y reviendra. Avec les constructeurs américains, on a quand même une grande leçon. La grande leçon, c'est quoi? C'est que dans les années 80, au moment où s'affirmaient de nouveaux types de voitures, notamment sous l'influence allemande, avec une montée en qualité extrêmement forte, et sous l'influence japonaise, avec une révolution dans les méthodes d'organisation du travail, privilégiant la qualité. Et d'ailleurs, pour privilégier la qualité, il fallait aussi faire monter la qualité du travail. C'est l'époque, rappelez-vous, où on disait les ouvriers de Toyota sont des bacheliers. Oui, ils avaient l'équivalent d'un niveau bac, mais c'était de l'or en barre, parce que ça permettait d'économiser sur tout le reste. Bien. Donc à ce moment-là, les constructeurs américains ont écouté, si on peut dire, la leçon à la fois allemande et américaine. Mais très peu de temps. Japonaise. Oui. Japonaise. Mais très peu de temps. Pourquoi très peu de temps? Parce qu'il s'est trouvé que à ce moment-là est arrivée l'innovation des 4x4 en ville, des 4x4 urbains, bien, et que ça a extraordinairement marché aux États-Unis. Et donc on a abandonné tout effort de modernisation, de montée en qualité, de changement d'organisation, et on a fait des tonnes d'argent en vendant ces 4x4 hautement consommateurs d'énergie, etc. Et le résultat des courses, c'est que tout s'est effondré en 2007-2008. Alors, aujourd'hui, la solution consistant à couper dans les effectifs, fermer des établissements, etc., est sans doute bonne provisoirement pour rétablir de la rentabilité, pour reconstituer une industrie compétitive de long terme, je répète, face aux Allemands ou aux Japonais, je demande à voir. Mais par exemple, ce que l'on ne comprend pas dans l'affaire actuelle, mais qui renvoie du coup là aussi à du temps long, c'est pour cela aussi que nous voulions vous écouter aujourd'hui, c'est que tout de même, alors il n'y a pas eu d'incitation, alors on va dire politique de l'État qui n'a jamais porté ses fruits, et de même qu'il n'y a pas eu dans la sphère privée de la gestion des entreprises, pas plus non plus là de mesures qui auraient dû être prises. Enfin, deux choses. Encore une fois, c'est ça qu'on a du mal à comprendre. On voit aujourd'hui un ministre du redressement productif qui dit, écoutez, moi, vous allez voir, je serai le chevalier blanc de la fermeture des usines. Mais enfin, les entreprises lui répondent que... Je pense qu'il va avoir beaucoup de mal, et je vais vous dire pourquoi. Bon, deux choses. Le cas de l'automobile, on en a déjà pas mal parlé. En plus, c'est un cas dans lequel l'initiative est pour l'essentiel privée. Dans le reste de l'industrie. Vous avez dit dans votre papier introductif, en dépit de toutes les politiques industrielles successives depuis 30 ans. Le fond de l'affaire, c'est que ça fait 30 ans qu'il n'y a plus de politique industrielle en France. Je ne voulais pas anticiper sur éventuellement votre réponse. Voilà. Mais c'est ça que vous dites alors. Ah, mais c'est clairement. ça que je dis. Je dis que l'un des motifs, c'est pas le seul bien sûr, on aura l'occasion d'y revenir. L'un des motifs des difficultés dans lesquelles nous sommes, c'est qu'on a abandonné la machine à gagner française, qui était la fabrication de grands projets. Si vous voulez, chaque pays
pays, chaque nation a son génie propre, hein, a sa manière de faire les choses, hein, a sa manière de faire la culture, a sa manière de faire le sport, et a aussi sa manière de faire l'industrie. Bien. La manière française, et ça date pas d'aujourd'hui, c'est une manière dans laquelle l'initiative publique a toujours été importante. Toujours, depuis le 19e siècle. Bien. Pour ce qui nous occupe en France, la manière française, c'était celle, pour l'après-guerre, pour venir à la période contemporaine, des grands projets. Regardez aujourd'hui les domaines dans lesquels la France est encore compétitive, c'est-à-dire est capable d'exporter dans le monde, qu'il s'agisse du nucléaire, qu'il s'agisse du télécom, qu'il s'agisse de l'aéronautique, qu'il s'agisse de l'agriculture, on pourrait continuer. C'est tous des domaines dans lesquels la main de l'État est intervenue. Alors elle est intervenue comment ? Elle est intervenue surtout en assurant de la coordination. Hein, c'est-à-dire qu'elle a assuré la coordination entre des financeurs publics, des banques, entre des grands centres de recherche, souvent publics, mais pas uniquement, et des entreprises, la plupart du temps privées. Et elle a assuré à la fois ces coordinations et à la fois, on peut dire, une demande garantie pour le lancement initial des produits, à charge pour eux de trouver leur marché. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tous les grands projets n'ont pas réussi, mais suffisamment d'entre eux ont réussi pour assurer la compétitivité de l'économie française. Qu'est-ce qui s'est passé à partir des années 80, notamment 86? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, avec les privatisations en masse, notamment de l'ensemble du secteur public bancaire et du secteur industriel, en tout cas ceux qui en restaient, la capacité de coordonner à la française s'est dissoute. Oui, mais il fallait se mettre à l'heure de l'Europe en même temps, du coup, vous dira-t-on, je dis ça sans aucun jugement politique, il fallait... Il y a 36 manières de se mettre à l'heure de l'Europe. Il fallait libéraliser le marché, c'est ce que j'allais vous dire. Monsieur se mettre Correa. à l'heure de l'Europe, c'est pas forcément se mettre à l'heure du libéralisme. En tout cas, l'incitation... Oui, mais c'était l'époque. Pardon de le dire, c'était ces temps-là, puisqu'il y avait... Ceci dit, vous répondez vous-même à la question que vous posiez. Que pesaient les experts? Rien du tout. Pourquoi? Parce que les politiques pensaient que c'était l'époque. Et effectivement, y compris, par exemple, le gouvernement Jospin, pour le nommer, en 97, à lui seul privatisé en 4 ans, beaucoup plus que les 2 vagues de privatisation antérieures. Pourquoi? Parce que c'était l'époque. Hein, la tête de nos politiques était faite par cette vision que l'avenir était au libéralisme, au marché. Jusqu'en 2007-2008, on en parlera. Alors, pour terminer, parce qu'il nous reste peu de temps avant Philippe Meyer, mais comment interprétez-vous d'ailleurs ce jugement très violent du Spiegel, le magazine allemand, qui a publié ce week-end un article intitulé « Comment Paris tue l'industrie française ?» et Der Spiegel dénonce la politique industrielle française, de gauche comme de droite, qui soutient les entreprises en difficulté, telles PSA, et leur demande en retour de rester loyales au marché français. Der Spiegel rappelle qu'en 2009, Nicolas Sarkozy avait fourni à Peugeot et Renault 3 milliards d'euros de prêts à bateau en échange de garanties sur l'implantation des sites de production. Résultat, juge le magazine, alors que Volkswagen profite à plein de la mondialisation, Peugeot et Renault restent dépendants du marché européen en berne. Et vous avez 20 secondes, pardon. 20 secondes, le Spiegel peut dire ce qu'il veut. L'Allemagne a sa manière de coordonner à travers les Hausbank, c'est-à-dire les banques régionales, à travers l'activité des Länder, et son action en faveur de l'industrie est au moins aussi puissante qu'en France, simplement elle est moins visible, elle passe pas par l'État, elle passe par les Länder. Voilà ce que je réponds au Spiegel. 8h16, c'est à cause de Philippe Manière, Benjamin Croix, que je me suis trompé avec ses arrondissements 12e, 13e. Vous, c'est pas Paris 3, c'est Paris 13. Voilà, un prof de sciences économiques. Bonjour Brice Couturier. Bonjour Marc Voinchet. La désindustrialisation. Oui, c'est dur à prononcer. Qui nous tient. Je me suis exercé cette nuit. Écoutez, le constat a été fait maintes fois et il fait à présent l'objet, je crois, d'un consensus chez les économistes de tous les bords et de toutes les obédiences. Oui, la France a subi 2 vagues successives de désindustrialisation. La première, suite au choc pétrolier de 1973, elle nous a fait perdre le tiers des emplois dans cette activité. La deuxième remonte bien avant la crise des subprimes puisqu'elle a démarré en 2002 et elle nous a coûté une nouvelle hémorragie de plus de 500 000 emplois en 10 ans. Alors oui, cette désindustrialisation est plus prononcée chez nous qu'ailleurs en Europe. Le secteur manufacturier représente 29% du PIB en Allemagne, 27% en Italie, mais 14% en France. L'industrie française a dégringolé au niveau de celle de la Grande-Bretagne qui
dans les deux cas, donc, ne représente plus que 16% de la valeur ajoutée marchande. Alors, il y a une douzaine d'années, cette évolution était souvent considérée comme normale, voire souhaitable. L'agriculture aussi, qui représentait la moitié des emplois jusque dans les années 30, avait connu un semblable destin, disait-on. De même que l'industrie hier avait remplacé l'agriculture, eh bien, aujourd'hui ou demain, les services viendraient compenser les emplois perdus dans l'industrie. D'ailleurs, nombre de ces emplois, considérés comme perdus, avaient simplement été externalisés auprès d'entreprises de services. L'industrie, en outre, était polluante, elle n'offrait que des emplois fatigants et dangereux. Demain, nous serions tous occupés dans de luxueux bureaux à inventer des jeux vidéo vachement créatifs ou des produits financiers follement sophistiqués. Eh bien, aujourd'hui, nous nous réveillons pour constater que là où les industries s'en vont, les emplois qualifiés disparaissent et les villes meurent. Alors, les pouvoirs publics se sont soudain reconvertis à l'industrialisation, à la réindustrialisation, Sarkozy hier, Hollande aujourd'hui. Mais les moyens à employer pour ce faire dépendent du diagnostic posé sur les causes du phénomène. Et là, il n'y a plus de consensus. Pour les uns, la désindustrialisation, qui se traduit par des délocalisations, est la conséquence d'une concurrence internationale faussée par le dumping des pays émergents. C'est la thèse de l'asymétrie des échanges. Elle conduit à préconiser une dose de protectionnisme et une dévaluation compétitive de l'euro. Pour d'autres, la désindustrialisation provient d'une erreur de stratégie. On ne sait pas suffisamment différencier des produits émergents. On a négligé le haut de gamme. On n'a pas suffisamment investi dans la recherche et le développement. Il faudra donc restaurer l'État stratège comme sous Pompidou. On incrimine aussi la pression insupportable que les gros industriels donneurs d'ordre font subir à leurs petits sous-traitants. Là où les Allemands ont su organiser de solides complémentarités au niveau régional, nos grands groupes, à nous, étranglent le tissu des petites entreprises, leurs fournisseurs, les privant des moyens d'investir et d'innover. Il y a aussi, dit-on, le harcèlement. Un entrepreneur est trop souvent un suspect aux yeux des administrations qui s'acharnent à lui rendre la vie impossible au lieu de l'accompagner, comme en Allemagne, dans son développement. C'est pourquoi 17% des entreprises moyennes en France sont revendues chaque année, juste avant d'avoir atteint le stade où elles auraient pu commencer à exporter et contribuer ainsi à redresser nos comptes extérieurs. Plus controversée encore, la question des coûts salariaux. Pour le patronat, on l'a entendu encore à l'université du MEDEF avec Laurence Parisot, pour le patronat, ces coûts salariaux ont augmenté anormalement par rapport à ceux de nos concurrents en raison de l'accumulation des charges sociales qui pèsent sur la fiche de paie. Et cet handicap expliquerait la faiblesse des taux de marge qui bloquent l'investissement. Alors laquelle de ces thèses à votre faveur, ou en aurais-je oublié quelques-unes, messieurs? La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Benjamin Coria. Je crois que le panorama est assez complet. La question qui se pose, c'est de trancher, c'est-à-dire quelle est la hiérarchie des causes, parce que évidemment, on n'a pas affaire à un phénomène simple, hein, et je crois qu'on a besoin de mobiliser un peu l'ensemble des causes de la désindustrialisation que vous avez mentionnées. Moi, j'aurais tendance à privilégier deux choses. La première, c'est la question du défaut ou de l'insuffisance de monter en qualité et de monter en gamme. Incontestablement, l'avenir de sociétés comme les nôtres ne peut passer que par là. On ne va pas concurrencer la Chine dans le textile ou Taïwan dans les parapluies. Bon, donc si vous voulez, la voie, elle est tracée, c'est nécessairement de ce côté-là. Bon, et c'est vrai que de ce point de vue, on en revient à la question que vous avez soulevée aussi, celle de l'État stratège. La tradition française, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est une tradition dans laquelle la conception de produits nouveaux, innovants, de produits-services, hein, comme le TGV, etc. C'est ce que raconte, on a commencé la saison comme ça, on va la rappeler encore un coup, c'est ce que raconte Bélanger dans son livre sur le Minitel, hein, Aurélien Bélanger avec la théorie de l'information, où il parle de cette invention voulue par l'État, dirigée par l'État. Mais si vous voulez, en France, on sait faire ce genre de choses. Ailleurs, pas forcément. En France, on sait faire. On ne le fait plus. Alors, je vois, ça y est, que le sourcil de Bagnères s'est levé une fois pour toutes. Parce que je trouve symptomatique qu'après avoir chanté les louanges de l'intervention de l'État, et je ne disconviens pas, évidemment, Benjamin Coria, du rôle que l'État a toujours joué en matière d'industrie. Vous disiez depuis le 19e, on pourrait remonter, évidemment, bien avant un Colbert, évidemment. Cela dit, je trouve symptomatique qu'au moment où on chante les louanges de l'intervention d'État, on finisse chacun avec une espèce de petite larme d'émotion sur le Minitel, qui est quand même un désastre absolu du point de vue du succès commercial. Donc, il y a quand même un petit problème
problème, c'est que on est, je crois, dupe de nous-mêmes si on se raconte, que l'État ne fait pas d'erreur et qu'il permet d'aller vers des lendemains qui chantent. 2, que le haut de gamme nous permet d'être préservé de la concurrence. J'appelle votre attention, mais vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, évidemment, Benjamin Corria, que sur le fait que la Chine a aujourd'hui plus de voies de TGV que la France et que ce ne sont pas des TGV faits en France. Et j'ajoute qu'aujourd'hui, vous le savez, les grands acteurs du secteur aéronautique qui semblaient absolument le nirvana, l'acmé, la pointe indépassable du savoir-faire industriel, eh bien, les grands acteurs de l'aéronautique, à commencer par les Européens, produisent en Chine. Et donc, il ne faut pas se raconter l'histoire. Quand on disait, il y a encore 5 ou 10 ans, et vous parliez tout à l'heure de parapluies taïwanais, je veux dire, ça m'étonnerait qu'il reste beaucoup de fabricants de parapluies à Taïwan, ils sont tous au Vietnam, mais peu importe. Quand on croyait qu'on allait faire, nous, jusqu'à la fin des temps, protégés par notre savoir-faire unique, des TGV, des centrales nucléaires, et puis que les autres allaient faire des casseroles en fer blanc, on se berçait d'illusions. Ils font la même chose que nous, aujourd'hui, en légèrement moins cher. Donc, il y a une petite contrariété sur cette vision que je crois périmée sur laquelle nous devons faire du haut de gamme et le haut de gamme nous permettrait de gagner. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Je pense qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites par les industriels, à commencer par l'automobile. Que l'on trouve à l'Allemagne. Mais c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Alors, Benjamin Corria. Oui. Si vous voulez, il faut distinguer 2 choses. Il faut distinguer le lieu où on fabrique et le lieu où on conçoit. Sur l'ensemble des éléments haut de gamme que vous avez cités, les TGV ou les Airbus ou l'équivalent des Airbus. TGV dont on n'a pas vendu un seul à l'étranger, pardon. En Chine, attendez. On les fabrique, là, on les conçoit pas. Bon, donc, je veux dire, il y a encore une marge assez grande entre concevoir et fabriquer. Et c'est vrai que sur l'ensemble de ces produits-là, les avantages relatifs dont on continue à disposer sont quand même très importants. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième, c'est que il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Ça veut dire que, en termes de coût en travail, il n'y a aucune possibilité de compétition parce que, vous l'avez dit vous-même, vous voyez, aujourd'hui c'est Taïwan, demain c'est le Vietnam. Et il y aura toujours un plus pauvre derrière. Donc de toute façon, on ne peut aller que dans cette direction. Il y a une troisième chose maintenant que je voudrais dire, c'est que il faut bien s'entendre sur ce qu'on appelle les hauts de gamme. Ce que j'appelle les hauts de gamme, et ce qu'on appelle les hauts de gamme d'ailleurs déjà dans Made in France, il y a 20 ans, c'est pas le luxe, c'est y compris pour des produits standards la crête de la gamme, y compris dans les produits standards. Si vous voulez, je ne peux pas résister à vous raconter très très brièvement l'histoire de Swatch. L'horlogerie suisse était en déconfiture totale. Moribonde, bien. Et finalement, je résume, finalement, elle a été sauvée par qui? Par quelqu'un qui s'appelle Hayek, en l'occurrence, qui a fait la chose suivante. Il a conçu un produit de masse qu'il a mis en vente dans des supermarchés américains, qui est l'ancêtre de la Swatch, à 3 prix différents. Sur le premier, il avait écrit Made in Hong Kong, et il le vendait $30. Sur le deuxième, il avait écrit Made in Japan, et il le vendait $40. Et sur le troisième, il avait écrit Swiss Made, et il le vendait $50. Et il a attendu. Au bout de 3 mois, 80% des ventes, c'était le Swiss Made à $50. Et donc à ce moment-là, il a dit, il n'y a plus de problème. Si les consommateurs du monde sont prêts à payer le différentiel de coût salarial entre la Suisse et Hong Kong ou Taïwan, moi, je sais faire des montres, j'ai pas peur d'eux. Voilà, donc si vous voulez... La preuve d'ailleurs, l'Allemagne réussit très bien en industrie alors qu'elle a des coûts salariaux élevés, vous avez raison. Exactement, donc, là où elle réussit, c'est précisément sur son image qualité. Donc, encore une fois, si on n'associe pas qualité à luxe et à très haut de gamme, mais à la qualité sur chacun des produits standards, il y a des marges incontestables. Brice, vous avez entendu ce qu'ils se sont dit, la Manière et Corria, pendant qu'on essayait de... En arbitre. Coût salarial. Alors ça, je crois qu'un des sujets qui fâche quand même, c'est celui-là. Parce qu'il est clair que à gauche, on dit les coûts salariaux, c'est pas un problème. La seule solution, c'est la montée en gamme. À droite et du côté du patronat, on dit si, c'est un problème. Parce qu'il y a une divergence avec l'évolution, en tous les cas, des coûts salariaux allemands.
et on est devenu plus cher que les Allemands, c'est quand même paradoxal. Là-dessus, alors... Non, on n'est pas devenu plus cher que les coûts allemands. Il faut être très clair. Hein, toutes les études... Ça dépend si on parle de l'industrie manufacturière ou dans l'ensemble. Exactement. Ça dépend si on parle de l'industrie manufacturière ou de l'ensemble. Sur l'industrie manufacturière, nous sommes moins chers que les Allemands. Oui, d'accord, mais on est quand même moins cher. Et dans l'automobile, nettement moins cher. Hein, pour prendre précisément... En coût horaire. Oui, mais regardez le nombre d'heures ouvrées, nombre d'heures ouvrées tout de même. Hein. Voilà. Non, mais si vous voulez, on peut faire le calcul de différentes manières. Oui, parce que... ce que je veux dire, c'est que si les gens travaillent moins, ils peuvent bien travailler pour pas trop cher un certain nombre d'heures, mais s'ils travaillent un moins grand nombre d'heures, vous voyez bien que pour le patron, le résultat n'est pas le même. Non, il n'y a pas d'automaticité, il faudrait rentrer dans les détails. Ça n'est que sur les services... Alors pourquoi les marges fondent ? Pourquoi les marges fondent si ce n'est pas une question des coûts salariaux ? Eh bien, écoutez, je vais vous dire pourquoi les marges fondent. Benjamin Coria. Ça, c'est une évidence. Les marges fondent parce qu'on est incapable de faire payer le prix du travail compte tenu de la qualité de nos produits. Donc, si vous voulez, c'est le même problème. Hein, c'est le même problème. Face à la difficulté de compétitivité qu'il ne faut pas nier, bien entendu. Je veux dire, vous avez tout à fait raison. La désindustrialisation est incontestable. Vous avez distingué des vagues, mais on peut aussi considérer qu'elle est continue sur l'ensemble des 30 dernières années. Si vous voulez, c'est vraiment le côté pile et le côté face. Hein. Le côté pile, c'est de dire les marges sont très faibles, donc il faut baisser les coûts en travail. Okay. Et le côté face, c'est de dire les marges sont faibles parce que la qualité de nos produits ne nous permet pas de prélever des marges suffisantes. Donc, si vous voulez, on est revenu à la question antérieure. Je préfère prendre les choses par le bout, augmentons la qualité, que par le bout, baissons le coût en travail. Mais je me demande si on peut pas aller plus loin en reprenant ce que vous disiez tout à l'heure, Benjamin Coria, quand on exprimait un peu collectivement, vous principalement, la nostalgie de ces temps admirables où l'État était aménageur, etc. À l'époque, même si tous les résultats n'ont pas été, encore une fois, inoubliables, je redis rapidement les quelques mots qui fâchent, plan calcul, Minitel, etc. Mais enfin, à l'époque, il y avait une sorte de complicité construite positive entre l'État et les industriels, avec des tas de défauts, des tas d'inconvénients. Mais il y avait cette complicité positive. Aujourd'hui, moi, mon sentiment, c'est qu'on est au contraire dans une complicité, alors évidemment pas délibérée, une complicité objective, une complicité subie, négative, entre un État qui, avec une rigidification extraordinaire du cadre dans lequel les industriels exercent leur travail, avec l'accroissement du coût du travail lié à l'accroissement des charges, parce qu'on n'arrive pas à maîtriser la dérive des systèmes de santé et de protection sociale, avec tout ça. C'est-à-dire que l'État fait un travail qui aujourd'hui complique vraiment beaucoup la vie des industriels. Et puis d'un autre côté, on a des industriels qui, sans doute, sont moins inventifs, ont moins de succès en termes de positionnement, ont fait des erreurs de stratégie. Quand on parle d'automobile, dire tout ça, c'est rien de le dire. Hein. Et du coup, on n'arrive plus à être compétitif qu'en vendant du très bon rapport qualité-prix. Petit modèle, made in Slovenia, made in Turkey, made in Morocco. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à réunir les conditions de la compétitivité en France à cause d'erreurs stratégiques du privé et du cadre réglementaire et fiscal lié au public, bien sûr. Et nous en arrivons donc à ce paradoxe que Toyota va faire de ses campagnes de pub pour une voiture qu'elle produit en France, en écrivant Toyota Made in France. Oui. Bon, alors comment se débrouille-t-on avec cette question-là sur ce que souhaite justement Arnaud Montebourg en disant qu'il faut renouer avec une sorte de colbertisme, dit-il, que sur ce coup-là, il est embrayé par Pierre Gattaz, qui est le président du groupe des fédérations industrielles, qui a dit vendredi dernier, nous partageons la vision d'Arnaud Montebourg sur le patriotisme économique. Bon, c'est de la com ou est-ce que c'est de la com nostalgique sur les années dont parlait Benjamin Coria, ou ça veut dire réellement quelque chose, cette question du patriotisme économique ou d'un colbertisme montebourrien? Non, écoutez, moi je dis ça parce qu'il faut quand même qu'on ait encore tout de même en tête, ça c'est peut-être notre côté à France Culture, qu'il y a des gens sur le carreau, hein, il y a les salariés, il y a Fralib, il y a Peugeot, PSA, Citroën, et j'en passe d'autres. D'ailleurs, il y a même dans d'autres domaines, on a vu à Air France qu'au fond il y a 5200 emplois qui vont être supprimés, sans que ça ait d'ailleurs bouleversé un peu l'opinion par rapport à PSA. C'est des emplois, c'est pas des gens licenciés pas les chez Air France, c'est pas tout à fait. Écoutez, je vais être très clair. Je ne suis absolument pas adepte de la nostalgie et du dirigisme. Il faut que les choses soient tout à fait claires. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il y a une fonction d'incitation et de coordination des pouvoirs publics qui a été abandonnée
depuis très tôt, alors. Une vingtaine d'années. Mais depuis pratiquement, oui, depuis Même plus de une 20 ans, grande quoi. vingtaine d'années. Ouais, Une grande vingtaine d'années. Plus aucun grand programme, par exemple, n'a été mis en place. Je vous concède absolument que tous n'ont pas été des succès. C'est tout à fait exact. Mais dans l'ensemble, ce qui subsiste de compétitivité française, a été fabriqué par la main de la puissance publique. On peut recommencer. Le nucléaire, par exemple. Le nucléaire, oui, les nucléaires, on peut en discuter. Non, c'est un succès. Bien entendu, C'est un succès. bien entendu, mais c'est un succet. Sur le plan industriel, c'est un succès. Les télécoms, Airbus... Les télécoms, franchement, quand on voit ce qu'il en reste, non. Non, on peut pas dire ça. Ça l'a été quand même. L'aéronautique et le nucléaire, c'est non, on incontestable. peut pas dire Voilà, ça. On peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Alcatel a été pendant des années en tant qu'entreprise publique numéro 1 ou numéro 2 mondial. J'aurais presque envie de vous dire, c'est depuis qu'elle est privatisée qu'elle va très mal. Ça a été à peu près pareil pour France Télécom, qui a été le premier opérateur au monde à introduire la fibre optique, et ce parce qu'il avait l'État derrière lui, et ce qui a été... Non, mais ça, c'est pas contestable. Et ce qui a été absolument prémonitoire et qui lui a permis d'occuper les positions qu'il a occupées. C'est ensuite, puisque vous me cherchez, vous me trouvez, quand il a été privatisé, qui s'est lancé dans ces achats complètement fous de start-up à des prix absolument astronomiques, qui s'est retrouvé avec... Mais c'est pas la propriété du capital qui compte, parce que vous en conviendrez vous-même, dans les réussites françaises jacobines, disons, avec des politiques de grands champions, on n'avait pas forcément des entreprises publiques. Et d'ailleurs, en Allemagne, où il y a un concours actif de l'État à la politique industrielle, les acteurs sont tous privés. Et ça ne veut pas dire non plus que l'État doit s'occuper de tout. Typiquement, ça m'a frappé beaucoup au printemps dernier, quand les 2 ou 3 géants allemands du solaire, qui semblaient à tous un horizon merveilleux pour l'avenir, se sont cassés la figure. Vous n'avez pas eu la moindre chancelière, pas eu le moindre ministre qui est allé voir. Alors que nous, quand on a 2 emplois et demi qui disparaissent dans un endroit improbable, vous avez la mobilisation générale du banc et de l'arrière-ban. Donc on a quand même cette vision passéiste où on refuse la mobilité, la circulation, qui sont ontologiquement le mouvement économique. C'est comme quand on a voulu renouer avec les mines en 80 jusqu'en 83. Le charbon. Benjamin Correa. Laissez répondre Benjamin Correa. Je souscris à l'idée que courir après chaque entreprise qui s'effondre, c'est effectivement un devoir, on peut dire, moral, bon, mais sur le plan... parce qu'il ne faut pas laisser les gens... politique, oui. Il ne faut pas laisser les gens couler, voilà, moral et politique. Mais ça n'est pas la solution économique. Je souscris absolument à cette idée-là. Bien. Simplement, ce que j'essaye de dire, et je voudrais quand même qu'au moins ce message-là passe, c'est que l'Allemagne, pour prendre cet exemple, a sa manière de faire les choses. Et sa manière de faire les choses, c'est la banque régionale, l'État régional, le grand groupe, la montée en qualité, la formation professionnelle, des salaires plus élevés que les nôtres, etc. Mais oui, alors, justement, écoutez, je voudrais qu'on sorte de ce débat sur le colbertisme et qu'on parle du modèle allemand de ce point de vue-là. Je voudrais finir. Je lisais dans la presse d'aujourd'hui que, puisque c'est la rentrée des classes, dans l'éducation, les maîtres allemands sont payés 30% plus cher qu'en France, par exemple. On en parlait hier en Suisse aussi. Voilà. Il y a moins de classes. Mais l'Allemagne a sa manière de faire les choses. Ce que j'essaye de dire, c'est que notre manière de faire les choses, qui passait par de la coordination publique et des grands projets, a été cassée par la globalisation financière. Et qu'il faut restaurer une capacité de coordination, une vision et une impulsion. Je vais vous donner... Donc vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas moins d'États, malgré que j'en fais un peu de comparatisme, que de fait qu'il n'y a pas moins d'États, entre guillemets, mais par d'autres biais, parce que c'est vrai que c'est un système différent en Allemagne qu'il y en avait en France à une époque. Je dis d'action publique. Exactement. Simplement, je dis qu'elle est faite de manière différente. Mais si vous voulez, nous on a une logique, colbertiste qui part de l'État central et qui irrigue le territoire. Eux, ils ont une logique régionale parce que c'est un État confédéral. Donc, c'est pour ça que je voudrais. Oui, mais c'est au niveau des complémentarités et des stratégies régionales de chacun des lenders qui peut trouver des complémentarités entre son université locale, entre ses laboratoires de recherche locaux et les entreprises et les banques. Donc, c'est une logique extrêmement différente de la nôtre parce qu'elle est décentralisée. Et ça m'amène à une question que j'aimerais bien vous voir débattre, qui est celle des pôles de compétitivité dont on parle beaucoup en ce moment. Les pouvoirs publics en ont créé 71. Or, Daniel Fortin, dans les Échos d'aujourd'hui, estime que pour complaire aux élus locaux, comme d'habitude, on a sacrifié une logique d'innovation à une logique d'aménagement du territoire. Chaque baron local, chaque grand député, chaque grand sénateur a eu droit à son pôle de compétitivité et de citer ce bon mot d'un expert, et pourquoi pas un pôle bêtise à Cambrai. Alors, est-ce qu'une fois de plus, la politique n'a pas pris le pas sur la logique économique ?
Écoutez, Benjamin Correa. Incontestablement, oui. Donc, j'abonde dans ce sens. Je pense que, par exemple, dans la construction des pôles de compétitivité, on a satisfait les barons locaux, leurs besoins d'assises électorales, etc. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce que dans la construction des pôles de compétitivité, il se trouve que j'ai travaillé directement sur ce sujet et que j'ai même écrit là-dessus. Il y avait un élément, j'ai envie de le dire comme ça, idéologique extrêmement fort. Et l'élément d'idéologie économique extrêmement fort. Et l'élément d'idéologie économique extrêmement fort, c'était la construction. L'époque de la construction des grands projets est terminée. Aujourd'hui, il faut construire de l'attractivité territoriale par rapport à la concurrence internationale pour faire venir des entreprises. Donc, si vous voulez, c'est pas seulement du favoritisme politique, c'est aussi une vision de comment on fait de l'industrie dont je considère qu'elle est tout à fait unilatérale et insuffisante. On ne fait pas de l'industrie en créant simplement de l'attractivité, en attendant et en espérant que les entreprises vont venir. Si vous voulez, je vais rajouter encore un autre élément, parce que ça, c'est, les travers de l'idéologie libérale appliquée à la politique industrielle. Le crédit d'impôt recherche. Alors là, je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais je n'ai aucun état d'âme à dire que la manière dont il est conçu aujourd'hui est absolument absurde. Pourquoi ? Parce qu'autrefois, le crédit d'impôt recherche était donné sur de la recherche additionnelle. Quand on démontrait que d'une année sur l'autre, on faisait davantage de recherche, on avait une bonification. Et ça, c'était une excellente chose. Aujourd'hui, le crédit d'impôt recherche est donné sur des valeurs absolues. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'en faire davantage pour bénéficier du crédit d'impôt recherche. Donc, il y a... Un effet d'aubaine alors là. Comment ? C'est un effet d'aubaine. C'est un pur effet d'aubaine. Et donc on reprendrait une partie de cet argent du crédit d'impôt recherche pour le concentrer autour de projets qu'on finaliserait. Eh bien je crois qu'on ferait une excellente affaire pour la France, pour les Français et pour le chômage. Philippe Bagnères. Oui, non, d'abord, faut pas oublier tout de même, et après je reviendrai au débat de fond, mais il y a quand même un petit biais dans notre débat, c'est qu'on fait comme si on avait le choix, est-ce qu'il faudrait faire plus d'intervention de l'État ? Juste, on n'a plus les moyens d'intervenir. Donc c'est quand même une difficulté. Alors vous me direz qu'on peut toujours faire autre chose que des injections d'argent, on peut faire de la réglementation, etc. Je pense qu'honnêtement, si c'était fécond, on s'en serait rendu compte dans ce pays qui est sans doute le champion du monde de l'interventionnisme d'État. Donc il y a tout de même une difficulté dans notre débat, je ne veux pas dire qu'il ne mérite pas. Est-ce que la phrase du chef de l'État, de François Hollande, du 14 juillet dernier, à propos de PSA, l'État ne laissera pas faire, est opératoire ou pas ? Voilà. On se souvient qu'en l'an 2000, Jospin avait dit l'État ne peut pas tout. Je pense que l'État ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est compliquer la vie aux actionnaires et rendre les choses plus lentes et plus compliquées. Mais on ne peut pas imaginer que l'État interdit à PSA de se séparer des salariés qu'il veut licencier. Sauf que vous voyez bien que dans le climat social dans lequel on vit, le citoyen se retourne vers l'État qui dit de faire quelque chose. Oui, je sais bien, mais la deuxième chose, c'est qu'auparavant, pour régler tous ces problèmes-là, on arrosait très largement d'argent public. On n'a plus d'argent public. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser à la question, justement, de la cristallisation d'une espèce de potentiel grâce à l'intervention de l'État. Mais précisément à ce titre, on parlait à l'instant des pôles de compétitivité. Non seulement ils ont été, ça a été saupoudré, au lieu d'en faire 5, 6, 7, on en a fait, je ne sais plus combien, 71 ans. Mais au surplus, vous avez vu qu'il y a un rapport qui vient de sortir et qui dit que les résultats sont assez navrants. Oui, il n'y a pas grand-chose. Alors, il y a quand même une chose qu'il faut qu'on voit en France, c'est que les 2 ou 3 vrais pôles de compétitivité naturels, ce qu'on appelle les clusters qui existent dans le monde, il n'y en a pas tant que ça, ils sont tous absolument naturels. Personne aux États-Unis n'a décidé que Palo Alto allait devenir le centre du monde en termes de technologie. Non, c'est pas vrai. Alors, en Israël, c'est pareil, il y a quelques... tout ça, c'est le résultat d'évolution spontanée, on a mis fin à un programme aéronautique ou à un programme militaire, et puis les gens... Il n'y a pas d'argent public. Je m'inscris principalement tout à fait en faux dans ce que vous dites, et il se trouve que c'est des sujets que je connais assez bien. Palo Alto, la Californie, c'est le résultat de centaines, je dis bien centaines de milliards de dollars dépensés par l'armée américaine depuis au moins la guerre pour faire de cette région un lieu de production électronique. Pas pour faire, pour résultat que ça a fait. Pour faire. Si vous voulez, la naissance du microprocesseur, c'est quoi ? C'est l'armée américaine qui avait besoin de systèmes de pilotage de ces missiles intercontinentaux.
d'accord, et qui a demandé à des entreprises de lui fabriquer ce microprocesseur, et ce, sans limite d'argent. Sans limite d'argent. Donc, ça, c'est le cas de la Californie. Dans le cas d'Israël, c'est un sujet que je connais bien aussi. L'État a fabriqué 10 fonds de capital risque, et ce sont ces 10 fonds de capital risque qui ont amorcé une série d'entreprises. Il ne faut surtout pas croire que les choses naissent par génération spontanée. Bon, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est quand vous dites on n'a plus d'argent, on ne peut rien faire, c'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. Je donne l'exemple du crédit impôt recherche en disant qu'on pourrait tout à fait récupérer une partie de cet argent-là, et on pourrait donner beaucoup d'autres exemples. Donc il y a vraiment une question... On peut allouer l'argent public différemment. Ben, bien sûr, bien sûr. Et donc à ce moment-là, on se redonne des moyens d'action. Avec tout cela, ça me fait penser que nous avons encore une petite archive à écouter. Cette fois, c'est même remontant encore un peu dans le temps, 1980, où il était question au fond d'une sorte de sinistrose, le journal de 20 heures de TF1. Il faut s'attendre à des mois difficiles. C'est ce que vient de déclarer le Premier ministre aujourd'hui à Lyon. Ces difficultés se traduiront notamment par un déficit du commerce extérieur et par des indices de prix élevés. Ces propos du Premier ministre confirment d'ailleurs les prévisions de l'INSEE. L'Institut national de la statistique et des études économiques prévoit en effet 100 000 nouveaux demandeurs d'emploi pour le premier semestre 80, ainsi qu'un lourd déséquilibre du commerce extérieur. Pourtant, le Premier ministre se déclare convaincu que la France est en mesure de faire face mieux que ne le prétendent les spécialistes de la délectation morose et du dénigrement systématique. M. Barr a dénoncé les jugements négatifs et la sinistrose qui tentent, dit-il, à décourager les Français. Pour le Premier ministre, 2 raisons à ces difficultés, la hausse du prix de l'énergie et le défi de la compétition internationale. Attention à la sinistrose, disait Raymond Barre en 1980, c'est un peu ce que disait au fond Jean-Marc Ayrault sur France Inter dimanche dernier. Alors bon, rien n'a changé depuis tout ce temps, Benjamin Correa. Ah si, il y a l'Europe. Oui, vous avez bien raison. L'Europe a pas mal compliqué l'affaire. D'un côté, non mais je vais être tout à fait clair là-dessus. D'un côté, le renforcement, si on peut dire, du marché unique a créé des opportunités, ça c'est incontestable. Et donc, un certain nombre d'entreprises ont pu se développer grâce précisément à cette ouverture du marché. Bon, et plus généralement, grâce à l'ensemble de l'harmonisation qui a été faite concernant les produits, les normes, etc., et qui a facilité la circulation des marchandises. Mais ce qui a beaucoup compliqué l'affaire, c'est que dans la constitution de l'Europe, et justement pour fabriquer ce marché unique, on a instauré la politique de la concurrence comme la superstar des politiques européennes. Et donc, non seulement il y avait les difficultés qu'on a mentionné pour faire de la politique industrielle, mais il y avait en plus une sorte d'interdit venant de la Commission en matière de politique industrielle au nom de la politique de la concurrence. C'est allé extrêmement loin. C'est allé extrêmement loin en Europe, puisque même la politique de la recherche, qui est une des rares politiques actives de l'Union européenne en matière industrielle, la Commission européenne a inventé la doctrine qu'on ne pouvait faire de la recherche coopérative que pré-compétitive, ce qui, est une spécificité européenne. Donc on est allé extrêmement loin. Alors aujourd'hui, il semble que l'Union européenne comprend qu'elle est allée beaucoup trop loin dans le déséquilibre entre politique de la concurrence, politique de la technologie, etc. Mais c'est encore pour demain, si on peut dire. Tout ça est bel et bon. Moi, je continue à penser qu'on est biaisé en France par quelque chose qui est l'héritage de notre histoire et de notre culture, qui est l'intentionnalisme. C'est-à-dire qu'on pense sincèrement tous en France que rien ne peut advenir qui n'ait été conçu par le prince comme devant advenir parce qu'il serait bon. Et donc, on se dit Palo Alto existe parce que il y a eu la volonté américaine. Je ne dis pas que Palo Alto est tombé du ciel. Je dis juste que oui, c'est vrai, il y a eu des dépenses militaires dans le coin, mais c'est pas ça qui justifie 50 ans de boom. C'est-à-dire que oui, non, mais ce que je veux dire simplement, c'est que quand vous regardez ce que j'appelle moi les bébés de la mondialisation, c'est-à-dire ces boîtes qui n'existaient pas ou très peu il y a 20 ou 25 ans et qui aujourd'hui sont des champions mondiaux. SAP en Allemagne, Apple ou Google aux États-Unis, on pourrait Zara, Inditex en Espagne, H&M, Ikea. Non mais pardon, ces boîtes-là. Non, c'est pas le débat Palo Alto en l'occurrence, parce que dont je vous parle, c'est des entreprises. C'est une création militaire américaine. Ce dont je vous parle, ce ne sont pas des entreprises de haute technologie
concentrés à un endroit précis. Ce sont des champions qui, dans 5 ou 6 pays, sont nés de pas grand-chose grâce aux efforts de gens qui ont été créatifs et qui ont su se développer à la faveur de la mondialisation. Ces boîtes-là ne doivent rien à l'État. Bon, écoutez, est-ce que cela veut dire... Ikea, H&M, Zara, SAP. Je croyais que vous parliez des entreprises électroniques américaines. Non, mais même Apple. Énormément. Apple doit rien le microprocesseur qui est à la base... il est accessible à tous. On revient au débat précédent, celui que vous veniez de lancer à l'instant, qui était sur la politique de concurrence lancée par l'Union européenne. Nous arrivons à la fin de l'émission. Et puis, vous savez qu'il y a un traité... Parce qu'après tout, les télécommunications aujourd'hui, souvenez-vous, c'était un monopole public, c'était extrêmement cher et il n'y avait pas de portable. Tout a changé. Est-ce que précisément notre État stratège n'est pas débordé par ces nouvelles technologies? Pas seulement parce qu'il y a une politique de concurrence impulsée par Bruxelles, mais pas simplement parce que le monde a changé. L'État va pas assez vite, en fait. Mais notre État stratège, il n'est pas débordé du tout parce qu'il n'existe plus. Il n'a plus pris aucune initiative. Et ce, au nom de l'idéologie extrêmement forte, que c'est le marché qui sait ce dont le marché a besoin. Et il sait tellement ce dont il a besoin qu'il nous a amené jusqu'à 2008 et à l'explosion de la crise financière la plus importante du XXe siècle. Comment dire? Qu'est-ce qui était derrière la déréglementation financière? Cette idée-là que ça suffit de l'État, que ça suffit de la réglementation, qu'il faut laisser faire les acteurs privés. On les a laissés faire. Et voilà où ça nous a conduit. Bien. Alors, en matière industrielle, on n'en est pas là. Mais ça n'est pas, on ne peut pas faire porter à un acteur absent la responsabilité de ce qui est en train de se passer. Ce à quoi on a assisté, c'est un désengagement général de toute initiative publique. J'ai donné l'exemple des pôles de compétitivité. J'ai donné l'exemple du crédit impôt recherche. Qu'est-ce qui est derrière? Ce qui est derrière, c'est il faut simplement créer les conditions pour que l'initiative privée puisse se développer. Ça fait 20 ans que l'État n'a fait que ça. Et le résultat, ça s'accompagne de la désindustrialisation, même si les causes sont plus complexes. Et je reviens sur votre intervention initiale, sur votre papier initial, qui les énumère. Et effectivement, il y a un ensemble de choses. Mais on ne peut pas faire porter à l'État la responsabilité de 20 ans de libéralisme. Si, on peut peut-être lui faire porter la responsabilité d'avoir construit ce libéralisme. Allez, la dernière question, Benjamin Coria, et est-ce qu'il faut aussi le faire porter sur le consommateur? Regardez, incroyable quand même, alors que tout va mal dans l'automobile. Si vous prenez le Figaro d'aujourd'hui, très bon journal, on a une bonne page d'ailleurs sur les avant-premières du salon de l'auto. Où l'on voit une chouette Opel, une Mercedes magnifique, alors une Clio impeccable, une Toyota superbe et des Peugeot, des Range Rovers. Le mondial avant l'heure. On a même aussi une autre page regardez, les constructeurs automobiles s'arrachent les Champs-Élysées. Volkswagen est en passe de reprendre le mythique immeuble de Virgin au numéro 52. Ça va très bien l'industrie automobile. Non, ça va pas si bien que ça. Simplement, l'automobile a toujours été vendue, présentée, etc., comme un objet de rêve, comme un objet de désir, comme un objet d'identification. Bon, ça fait partie du marketing de la chose. Et donc, il y a même une Renault qui s'appelle Désir maintenant. Voilà. Et donc, il y a beaucoup d'argent dépensé de ce côté-là. Mais 11% de ventes en moins par rapport à l'année dernière. Sauf que, et dans le même temps, des voitures plein les parkings, des voitures immatriculées mais non vendues. Voilà. Oui.